Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, on va davantage essayer de savoir pourquoi que comment aujourd'hui. Et je vais commencer par une toute petite histoire. Une petite histoire qui se passe en 2006. J'étais étudiant en développement web. Et pendant ces cours, on m'a présenté une association qui s'appelle AccessiWeb, qui n'existe plus aujourd'hui. AccessiWeb, c'est une association qui militait et qui a travaillé énormément sur le sujet de l'accessibilité numérique en France. Et à cette époque, ils ont organisé un concours pour des étudiants. Alors, j'étais pile poil dans la cible. Et en tant que simple étudiant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah, écoutez, j'ai un concours, il y a un chèque Fnac à gagner, je vais participer. Il m'avait été présenté par un prof que je remercie encore, qui s'appelle Jean-François Galano, qui était à l'époque ergonome, ou en tout cas qui faisait des cours d'ergonomie. Et ça lui tenait à cœur de parler d'accessibilité dans son cours, alors que c'était, je pense, totalement hors programme. Et il nous a parlé de ce concours. Donc ok, j'y vais, je fonce, je trouve un camarade et je me dis, bon, il y a un concours, il y a une liste de règles à respecter et on doit développer un blog le plus accessible possible. On se lance, on bosse pendant un mois, de temps en temps, les soirées, autour d'une bière, à essayer de faire du code le plus accessible possible en lisant des critères qu'on découvre pour la première fois. Et ça donne lieu à ça. Le design date de 2006. Tentative accessible. On était assez fiers de nous. On se dit, ouais, on a essayé de respecter des règles, d'un référentiel qui s'appelait AccessiWeb à l'époque aussi. Et le but, c'est pour les étudiants, c'était de gagner des prix en fonction du niveau de conformité qu'on obtenait. On parlait de bronze, argent, or. Grosse déception, aucun étudiant qui participe au concours n'atteint le niveau bronze. Mais deux étudiants, a priori, sortent du lot et même s'ils n'ont pas atteint le niveau bronze, ont quand même réussi à montrer quelque chose de plutôt accessible. Et c'était Jérôme et moi. Du coup, un prix spécial est organisé et on est content, on se dit, on a gagné nos chèques Fnac. Jusque-là, en toute transparence, même si j'exagère un petit peu le trait, l'accessibilité pour moi c'était un référentiel avec des règles à respecter et ça représentait pas beaucoup plus de choses que ça. Mais dans les lots, il y avait aussi la possibilité de venir à un séminaire, le séminaire AccessiWeb. Alors en 2006, c'était une assemblée, je sais pas, il devait y avoir une trentaine, quarantaine de personnes qui étaient probablement les 40 personnes qui étaient les plus investies sur le sujet de l'accessibilité en France. Et dans ce séminaire, on a été invités à présenter ce qu'on a fait, on a été remerciés, et là, il s'est arrivé un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu énormément de remerciements. De gens en situation de handicap, de professionnels de l'accessibilité qui m'ont tous dit ce que vous avez fait, c'est incroyable. C'est super accessible, ça atteint pas des choses qu'on trouve aujourd'hui sur le web. Je me dis, attendez, j'ai passé quelques nuits à faire un truc, j'ai lu des critères que pour certains je comprenais pas, et j'ai réussi à faire quelque chose d'accessible, et quelqu'un m'a même dit, merci, on a besoin de gens comme vous pour faire avancer l'accessibilité, on a besoin de développeurs comme vous pour faire avancer l'accessibilité. Et c'est là que j'ai eu un déclic. C'est là que je me suis dit que ce que j'avais fait, qui me paraissait pas si complexe que ça pouvait réellement changer la donne en matière d'accès au numérique. Ça pouvait créer un numérique qui était vraiment plus accessible, vraiment plus équitable pour tous. J'avais pas conscience de ça jusque-là. Et la petite note, c'est que ça se passait à la Cité des Sciences, cette conférence, en 2006. Du coup, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être devant cette assemblée pour vous parler d'accessibilité numérique. En 2006, j'ai décidé de bosser exclusivement sur le sujet. Ça fait 15 ans que je travaille pour faire avancer l'accès au numérique pour les personnes en situation de handicap. J'ai fondé il y a quelques années, 3 ans, une société qui s'appelle Idéance. Et notre métier, c'est d'accompagner les projets pour les aider à prendre en compte la dimension du handicap. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour une simple raison, c'est que j'ai besoin de vous, comme on avait besoin de moi à l'époque pour faire clairement avancer le sujet de l'accessibilité. J'ai besoin des UX designers, j'ai besoin des designers, j'ai besoin de toute la profession qui travaille le plus en amont possible sur les projets pour faire avancer l'accessibilité. Parce que 15 ans après, j'en suis toujours à la même situation, finalement, à expliquer pourquoi c'est important, pourquoi on doit le faire, plus que comment on doit le faire. C'est un frein énorme, et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui vous présenter pourquoi c'est absolument indispensable dans vos métiers que vous preniez en compte l'accessibilité. Je vais juste faire une petite pause boisson.
Et on va essayer de voir ensemble ce qu'est l'accessibilité numérique. Alors, quand on parle d'accessibilité, très souvent, on parle de loi. Parce que c'est un fait, aujourd'hui, l'accessibilité, elle est réglementée en France. Aussi dans l'ensemble de l'Union européenne et dans beaucoup de territoires internationaux. Mais, dès qu'on parle de loi, j'en suis bien conscient, c'est barbant, donc je ne vais pas du tout vous parler de ce sujet-là. Mais sachez-le quand même que c'est important et que, avec du recul, malheureusement, c'est qu'avec ces lois qu'on a réussi à faire avancer le sujet aujourd'hui, très clairement. Et du coup, ça m'attriste particulièrement. Donc on va essayer de parler d'autre chose que des lois. Et on est aux UX Days. Dans UX, il y a Users, donc je vais vous parler d'utilisateurs. Et je vais vous montrer en quoi, pour certains utilisateurs, l'accessibilité numérique est absolument indispensable. Pour ça, je vais vous passer une petite vidéo, petit préambule. C'est produit par Apple. Le but, c'est pas de faire de la pub pour Apple. C'est ce que vous allez voir là, ça fonctionne très bien dans tout environnement. Windows, chez Microsoft, sur du Linux, sur de l'Android. Mais bon, Apple a fait une vidéo, elle centralise pas mal de choses dont je vais vous parler ensuite. Malheureusement, pour des raisons techniques, je crois que cette vidéo n'est pas sous-titrée alors qu'elle l'est initialement, mais du coup, c'est surtout l'image qui va être important et ce que vous voyez à l'écran pour celles et ceux qui ne le verraient pas, je le décrirai ensuite. Elle dure 1 minute 30, je vous la diffuse et puis après on en discute. Vous aviez déjà vu ou des usages que vous découvrez. Il y a 3 choses qui me semblent importantes à soulever dans cette vidéo. La première, c'est la variété des usages. Vous voyez des personnes qui ont des besoins qui sont totalement différents, liés à des handicaps ou des déficiences qui sont totalement différentes, qui vont utiliser leur smartphone comme outil de compensation pour s'aider à lire avec de l'audio, qui vont utiliser des périphériques adaptés. On voit à la fin de la vidéo Sadie qui utilise ce qu'on appelle des contacteurs. Elle pilote son ordinateur et son smartphone entièrement avec 2 contacteurs, 2 boutons sur lesquels, en appuyant, on va pouvoir générer des interactions. Donc ça casse tout ce qu'on a en termes de mythe d'interaction, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas qu'un clavier, qu'une souris ou que des écrans tactiles pour naviguer. Il y a d'autres systèmes qui existent aujourd'hui. La variété des besoins et des usages, je vous en parlerai un peu plus tard. Le deuxième sujet qui me semble essentiel de montrer dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle le validisme est beaucoup trop imprégné. Le validisme, c'est la discrimination par les capacités envers du coup des personnes qui se retrouvent en situation de handicap. Je suis concerné et j'ai parfois des idées reçues qui sont assez dures à casser. Vous êtes concerné aussi sans vous en rendre compte peut-être, mais on a des idées reçues qui sont aujourd'hui beaucoup trop fortes. Il faut qu'on arrive à effacer très clairement pour faire avancer le sujet de l'accessibilité. Je vous donne un petit exemple. On voit dans la vidéo un monsieur qui probablement est non-voyant, aveugle, et qui utilise son smartphone pour faire une photo. Il y a 5 ans, j'imaginais même pas que ce genre de choses puisse exister, 10 ans. Et quand j'en parle, 1 fois sur 2, vraiment, 1 fois sur 2, j'ai un retour qui est « il est aveugle, il a vraiment besoin de prendre une photo ?» Il faut qu'on casse ces stéréotypes. Il est aveugle, il a des enfants. Il veut pouvoir prendre des photos. On m'a dit de ne pas bouger, j'ai ce fameux tic de bouger sur scène. Il veut prendre des photos pour les partager, pour envoyer des souvenirs aux grands-parents, pour enregistrer ces images pour qu'ils puissent les repartager avec ses enfants plus tard. On n'a pas à se poser la question de est-ce qu'on doit le faire ? On doit le faire. S'il y a un besoin, s'il y a un service qui existe, c'est probablement que les gens en ont besoin, quel que soit leur handicap au final. Et dans cette vidéo, on voit une autre chose qui est majeure, c'est le fossé entre l'innovation et l'accessibilité numérique. Je vois trop souvent des sujets abordés par rapport au handicap sous l'angle de l'innovation. Aujourd'hui, quand on prend une photo avec son smartphone, certes, effectivement, on est sur de l'innovation, mais le besoin, il n'est pas là. Alors, il est là, mais pas que là. Je vous donne un exemple, plusieurs exemples. Ce monsieur, il peut prendre en photo ses enfants dans un parc. Il pouvait probablement pas le faire il y a 5 ans et on est sur des innovations majeures. Mais il a probablement pas pu acheter les billets pour entrer dans le parc et il a probablement dû céder parce que la plupart des interfaces de billetterie aujourd'hui ne sont pas accessibles. On peut aujourd'hui payer sans contact avec son smartphone. Le mode de paiement, il est devenu ultra accessible. Et pourtant, dans une majorité de banques, on peut simplement pas se connecter et faire un virement en ligne. On peut aujourd'hui scanner un menu dans un restaurant en italien, le traduire automatiquement en français, le faire vocaliser à haute voix. Mais inscrire ses enfants à la cantine scolaire, c'est pas possible, parce que la plupart des interfaces qui sont proposées pour ce genre de choses ne sont pas accessibles. On peut s'orienter, se déplacer au mètre près
on peut géolocaliser, on peut orienter des personnes aveugles et malvoyantes dans l'espace de manière très précise. Mais on peut toujours pas consulter la correspondance à prendre pour des métros dans certaines capitales ou dans certaines grandes agglomérations. Le sujet de l'accessibilité, c'est pas un sujet d'innovation. C'est clairement un droit fondamental. C'est des choses que vous, que moi, on fait au quotidien et que pour certaines personnes, elles ne peuvent pas produire alors qu'on est sur des services qui sont des services du quotidien. Du coup, la question qui va se poser, c'est OK, vous êtes conscient que maintenant le sujet est important à prendre en compte, mais comment on va faire ? Je vous remontre une petite vidéo. Alors là, elle est vraiment dans un but de la décrire ensemble. La vidéo qu'on voit, c'est quelqu'un qui s'appelle Todd Stabelfeld, qui est encore sur iOS. Et Todd, il va expliquer comment il navigue sur son smartphone. Il utilise des contacteurs qui sont au niveau de son menton. Et il actionne des boutons qui sont sur la gauche. Et il pilote complètement son smartphone avec ses périphériques. Il ne touche jamais l'écran. Il n'utilise pas l'écran pour utiliser son smartphone. C'est ce qu'on appelle des contacteurs. Alors j'en ai un. Je ne peux pas vous faire de démonstration pour des raisons techniques, mais si vous êtes intéressé, on se retrouve à la sortie ou au stand de Flupa et je vous ferai des démos pour vous montrer comment ça marche ces contacteurs. C'est pas une question technique. C'est pas parce qu'on est sur un périphérique qui semble technique que la prise en compte de la compatibilité d'une interface avec les contacteurs, elle est purement technique. Je vous donne un exemple. J'utilise un contacteur similaire sur un site de Drive. Voilà comment ça fonctionne. On prend le focus ou on survole en appuyant sur un bouton et on lui dit va sur l'élément suivant. Et quand on est sur le bon élément, on appuie sur le deuxième bouton pour dire je veux naviguer dans ces éléments. Et ensuite on refait suivant. Sauf que sur cet écran, il y a des cartes qui sont cachées à droite. Et ce qui a été prévu fonctionnellement, c'est qu'on swipe sur l'écran pour les faire défiler. Et ce mouvement-là, Todd, il ne peut pas le faire. Alors il peut, grâce à ces technos d'assistance, éventuellement le simuler, mais ça va lui prendre littéralement 2 minutes pour le faire. Donc il ne le fera pas. Une des règles majeures en termes de conception d'interface, c'est de prévoyer des alternatives aux gestes complexes. On n'est pas tous en mesure de faire ça sur son smartphone. On n'est pas tous en mesure de faire ça sur son smartphone. On n'est pas tous en mesure de laisser le doigt enfoncé pour glisser un élément. Il faut qu'on prévoie des alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on doit se passer des gestes complexes, mais simplement prévoir des alternatives. Et si je vous montre l'exemple de ChronoDrive, tel qu'il est aujourd'hui, j'ai volontairement rendu l'exemple moins accessible. Sur des systèmes de carrousel ou de swipe, on a une petite flèche. Et quand on appuie dessus, avec son contacteur, on va faire défiler les interfaces. L'alternative aux gestes complexes, elle est majeure pour ça, même sur mobile. Et ça, souvent, on ne le voit pas. La deuxième condition ou le deuxième exemple, c'est que Todd, il utilise un bras articulé. Donc il ne touche pas son téléphone. Il est en mode portrait ou il est en mode paysage. Il ne change pas le mode de son téléphone. Et s'il arrive sur une application qui lui dit « s'il te plaît, mets-toi en mode paysage pour une meilleure expérience utilisateur », il n'a pas d'expérience utilisateur. Il ne pourra pas le passer en mode portrait. Je vous donne cet exemple-là. Netflix, quand vous êtes en mode portrait, vous lancez une vidéo, elle se lance en mode paysage. Et on n'a pas la possibilité de l'afficher en mode portrait. Donc Todd, il doit faire un choix. S'il se met en mode paysage, c'est la liste des films qu'il a en mode paysage. Et donc il ne se servira pas de Netflix, en tout cas sur cet usage-là, sur son mobile. Prévoyez systématiquement des interfaces qui fonctionnent sur des formats paysages et des formats portraits. Sur le web, ça marche. Sur des applications mobiles, je vous mets au défi d'utiliser votre application mobile, votre téléphone mobile en mode portrait. Vous avez 80% des applications qui ne fonctionnent qu'en mode paysage, en mode portrait. Et j'ai inversé. YouTube le fait bien. On peut lancer une vidéo, certes en mode portrait, alors elle va prendre que le premier tiers, premier quart de l'écran, mais au moins on a la vidéo dans le bon format. Je vous présente une autre technologie d'assistance qu'on appelle la licorne. Alors c'est pas ça, c'est ça. Une licorne, c'est un stylet qu'on tient généralement dans la bouche, parfois sur un casque. C'est pour des personnes qui ne peuvent bouger que leur tête ou leur visage pour faire des actions. Et donc c'est avec un stylet qu'on va aller actionner une interface, du coup généralement plutôt tactile. Si on ne prévoit pas de zone de clic suffisamment large et espacée, avec notre licorne, on n'arrivera jamais à actionner les boutons.
Ça, c'est des règles qu'on va trouver prochainement dans les nouvelles versions de normes d'accessibilité, mais qu'on peut prendre en compte dès maintenant, parce que l'utilisateur, il s'en sert. Il va pas attendre que les normes évoluent pour avoir des besoins là. Donc pensez à ça. Des zones de clic suffisamment larges et espacées. C'est en train d'être normalisé, mais vous avez plein de documentation fournies par Apple, fournies par Google, ou même si on va du coup dans les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, on va trouver des règles qui nous disent ce qu'on appelle suffisamment espacé, c'est 24 pixels par 24 pixels. Il y a plein de cas particuliers autres, c'est plus complexe que 24 par 24 pixels, mais déjà c'est une bonne base, et après quand vous lisez la doc, vous verrez qu'il y a plein de cas de figure. La largeur est plus importante que la hauteur, donc si on fait 30 pixels de large par 10 pixels de haut, dans certaines conditions ça peut fonctionner. En réalité c'est ultra souple. Voilà, cet exemple sur le Lego, ça se voit. Quand on met en favori un produit Lego, on a un petit bouton mettre en favori en haut à gauche, qui est beaucoup trop étroit. Et donc pour quelqu'un avec un stylet, la plupart du temps, il va actionner la vignette et donc il va cliquer sur la fiche produit et il va être dans la capacité de mettre en favori. Je vous ai parlé tout à l'heure de la variété des usages et des besoins. Ce que je vous ai montré là, c'est uniquement du handicap moteur. Et c'est juste 3 petits exemples que je vous ai montrés. Je vous ai pas parlé de Martha. Martha, elle est malvoyante. Elle a une atteinte centrale. Ça veut dire qu'elle ne voit pas dans son champ de vision central et elle utilise le champ de vision périphérique. Martha, du coup, elle zoome fortement sur son ordinateur de bureau et elle se retrouve systématiquement avec la vue mobile sur desktop. Une vue mobile ne s'affiche pas que sur mobile. Vous avez tout un tas d'utilisateurs qui déclenchent des vues mobiles sur desktop et qui ne verront jamais la vue desktop d'une interface. Donc si on se dit, j'enlève ce bouton-là parce qu'en desktop il n'a pas d'intérêt, ou en mobile il n'a pas d'intérêt, c'est un usage qui est que sur mobile, ou je vais faire l'inverse, qui est un usage qui est que sur desktop, on a raté. Parce que Martha, elle est sur desktop. C'est juste qu'elle a une vue mobile parce qu'elle zoome très fortement. Je vous ai pas parlé de Yaya. Yaya, lui, il a une atteinte périphérique, c'est-à-dire que son champ de vision périphérique est dégradé, et l'inverse, c'est que il voit mieux dans le champ de vision central. Yaya, il casse tous les stéréotypes qu'on a de la malvision. Il regarde des petits écrans, il veut des petits textes. Le but, c'est qu'il ait un maximum d'informations dans son champ de vision. Et j'en reviens au côté stéréotype et validisme. N'essayez pas de vous mettre à la place de l'utilisateur. Lisez, documentez, solliciter des utilisateurs pour essayer de comprendre leurs besoins. Si on imagine une personne malvoyante, on imagine rarement Yaya qui, lui, affiche que des choses qui sont plutôt petites. Je vous ai pas parlé de Louise, qui a des troubles de l'attention. Et Louise, quand elle est sur un site web qui a des défilements automatiques qu'elle peut pas arrêter, elle est littéralement dans l'incapacité de se concentrer. Et elle ne peut pas lire le menu tant qu'il y a des éléments qui défilent. Du coup, Louise, elle n'achète pas chez Marks & Spencer. Je vous ai pas parlé de Michel, mais je pense que je pourrais pas vous en parler parce que j'ai pas beaucoup de temps. Michel, il est non-voyant, il utilise un lecteur d'écran, et donc de la même façon sur son smartphone, il a des gestes qui sont différents. Il utilise effectivement le tactile, mais il va pas taper du doigt là où il voit le bouton. Donc il a probablement un usage qui est différent. Et par exemple, Michel, pour dire à son outil de vocalisation, ce qu'on appelle un lecteur d'écran, lis la suite, il fait ça sur son mobile. Vous le faites pour swiper, lui il dit pour juste lis-moi ce qu'il y a après l'écran. Du coup, l'usage il est totalement différent. Ça veut dire que ce geste-là, pour lui, il s'en servira pas pour aller faire défiler un carrousel. On en revient tout à l'heure à la règle, et il a le même. Et le paradoxe, c'est qu'il a le même besoin que Todd. Todd, il est dans une situation de handicap moteur. Michel, il est non-voyant, mais tous les deux ont un besoin très similaire, c'est que tous les gestes complexes, ils sont pas en mesure de les faire. Soit parce que physiquement c'est impossible, soit parce que sans la vue, ça n'a pas de sens. Je vous ai pas parlé d'Amina. Amina, elle est sourde. Elle a besoin de sous-titrage. Mais parfois, des personnes sourdes, le sous-titrage ne suffit pas parce qu'elles parlent la langue des signes. Et la langue des signes, c'est leur langue maternelle. Et le français, pour certains sourds, c'est une langue secondaire. Tout comme pour vous, peut-être, l'espagnol, l'italien ou l'anglais, c'est une langue secondaire. Ça veut dire qu'elle aura peut-être plus de difficultés à comprendre le français écrit. Tout comme moi, j'ai plus de difficultés à lire l'espagnol écrit. Ça a des impacts sur l'usage, sur la manière dont on va rédiger le contenu, sur la manière dont on va simplifier les choses. Je vous ai pas parlé de Damien, qui est daltonien, comme 8% des hommes. Et donc, dès qu'on a de l'information portée par la couleur, des jeux de bleu, de vert, de rouge, qui nous transmettent de l'information, un champ d'erreur qui nous dit « Ah, il y a une erreur parce que tous les champs en rouge, ils posent problème », c'est pas très utile pour Damien parce qu'il ne distingue pas le rouge du vert.
Et je vais terminer avec Claudine, qui est un handicap mental. Et Claudine, elle a besoin qu'on simplifie les textes, qu'on écrive dans des standards qu'on appelle faciles à lire et à comprendre, qu'on utilise des pictos, qu'on favorise des textes courts, simples, des phrases courtes. C'est pas un appauvrissement de la langue française, c'est une simplification des contenus pour aller à l'essentiel et pour être plus clair. Et la grosse question qui va se poser, c'est du coup, ok, comment je fais pour prendre en compte tous ces besoins? Je vous ai montré qu'il y en a plein. Et ce que je vous ai montré là, c'est peut-être 2% des usages de personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de certains mots. WCAG, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, c'est un standard. C'est une norme. Alors certes, si vous allez la lire, vous allez vous arracher les cheveux, vous allez vous endormir dessus, vous allez dire c'est une catastrophe. Mais c'est là justement pour ça. Ça a été réfléchi depuis des années avec des professionnels de l'accessibilité, des professionnels du numérique et des utilisateurs et des utilisatrices. Et quand WCAG dit voilà ce qu'il faut faire, c'est que du coup ça couvre tous ces besoins que je vous ai montrés et ça a été réfléchi pendant des années. Pour l'illustrer, on est sur une version 2.1, ça fait des années qu'on attend la version 2.2 qui va sortir bientôt, mais parce qu'en fait il y a tellement besoin de trouver une cohérence et une harmonie entre tous les besoins utilisateurs que c'est long de se mettre d'accord sur des standards. En France, vous avez le RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Je pense que si vous vous plongez dedans, vous allez faire à peu près le même constat et c'est compliqué, c'est pas fait pour nous. Du coup, je vous ai préparé une petite synthèse de ressources sur le blog d'Idéance. Vous tapez ideance.net/flupa et vous tombez sur un petit article avec 7 ressources qui vont vulgariser, mais de manière assez complète, les sujets d'accessibilité pour des UX designers et aussi un petit peu du UI designer. Et ça vous permet justement d'avoir une première approche. Ça vous permet de vous dire, ok, si je dois me documenter, voilà ce qui va être vraiment important à savoir. Et je vais conclure, parce que je crois que j'arrive à peu près au bout de mon temps, sur des sujets qui me semblent fondamentaux à avoir en tête quand vous allez vous lire cette documentation et essayer de prendre en compte l'accessibilité. Le premier, je vais être assez radical, mais c'est qu'il n'y a pas d'UX, il n'y a pas d'expérience utilisateur sans accessibilité. On travaille sur des domaines qui sont complémentaires, mais qui sont différents. Je ne peux pas considérer qu'une expérience utilisateur puisse s'améliorer si elle n'existe pas. Vous pouvez construire l'immeuble le plus idéal en matière de fluidité, de trafic, d'information, de signalement de l'information. Si devant cet immeuble, il y a 3 petites marches pour rentrer à l'intérieur, personne en situation de handicap, ou en tout cas une grosse partie d'utilisateurs en situation de handicap, ne pourront pas en profiter. C'est exactement la même chose sur le web. On a aujourd'hui ce constat-là qui est de se dire que vous avez des personnes qui ne peuvent pas réaliser des actions. Donc avant même de parler de leur expérience, il faut qu'elle existe. Vous avez cette responsabilité, pas que vous, hein, les devs, les contributeurs, etc., mais de prendre en compte l'accessibilité pour vraiment parler d'amélioration de l'expérience utilisateur. Là où vous pouvez jouer aussi, c'est qu'on ne peut pas tout gérer par la technique. On se retrouve souvent, avec des situations où des sites, en termes de conception, sont un peu accessibles ou un peu difficiles, et on se dit, bon, on va se reposer sur les équipes techniques, parce que l'accessibilité, c'est 80% de règles techniques. Alors certes, c'est 80% de règles techniques. Mais si on a 4 marches, 5 marches devant un immeuble, et qu'on n'a pas suffisamment de place pour mettre une rampe d'accès, on sera peut-être un peu accessible ou conforme à des normes, mais l'utilisateur il va rager quand il va avoir une rampe comme ça et elle sera potentiellement totalement inexploitable. Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu dans un magasin totalement refait à neuf à Rouen, j'habite là-bas, magasin de décoration, Maison du Monde pour pas les citer, c'est pas de leur faute potentiellement, mais il y a un ascenseur et il faut littéralement monter une marche comme ça pour atteindre l'ascenseur. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un monte-charge. Du coup, on a à côté de l'ascenseur un monte-charge, j'exagère pas, hein, c'est vrai, un monte-charge qui permet de rentrer en fauteuil, de monter 20 cm pour prendre l'ascenseur. Ça répond aux normes, mais en termes de conception, c'est un enfer. C'est même rabaissant pour la personne en fauteuil de se dire waouh, je dois utiliser ça pour 20 marches sur lesquelles on aurait peut-être pu mettre une rampe, parce qu'effectivement, peut-être que si l'ascenseur n'est pas au niveau, c'est qu'il y a une contrainte technique. Mais on aurait pu imaginer une rampe, on aurait pu imaginer un espace plus important pour atteindre cet ascenseur. Et aujourd'hui, c'est face à ça qu'on se retrouve dans le web aujourd'hui très régulièrement, et sur lesquels vous avez un rôle en tant que UX, en tant que personne qui intervienne sur de la conception, vous avez un rôle majeur à jouer.
Petit exemple, si on a des animations qui défilent en boucle sur une interface, on ne peut pas s'appuyer sur un outil supplémentaire ou magique qui permettrait de dire ok, bah, j'ai résolu un problème technique, il y a un bouton quelque part dans l'interface pour arrêter les animations. Mais il faut que tu le trouves. Et bah voilà, je viens de le trouver. Donc ça m'a pris le temps de vous démontrer ça. C'est ultra long. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse suffisante. Et pour en revenir à tout à l'heure, la personne que je citais qui a des troubles de l'attention, elle va pas passer 2 minutes à chercher comment arrêter les animations. Elle va fermer le site web si ça la dérange, et puis elle passera sur un autre site. Et je vais conclure avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est que l'accessibilité numérique, elle ne se limite pas aux interfaces. Quand on parle d'accessibilité numérique, on parle souvent de normes, de RGA, de référentiels, etc., de comment utiliser des couleurs, comment concevoir une interface, comment la développer pour être accessible. Mais là où je pense que vous avez une vision plus globale que moi, c'est que vous intervenez sur du service de manière générale, sur de l'expérience utilisateur de manière générale. Et on a besoin aussi de prendre en compte l'accessibilité sur l'ensemble d'un service. Je vais parler de ça parce que ça a fait beaucoup de bruit et ça a touché des personnes que je connais personnellement récemment. Uber, c'est une application qui est probablement la plus accessible techniquement parlant du marché dans le service des VTC. Je ne vais pas dire qu'ils sont exemplaires, mais ils sont très très bons. Très clairement, il n'y a aucun concurrent qui leur arrive à la cheville d'un point de vue de l'accessibilité des interfaces. Ils le disent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir une bonne compatibilité avec les personnes qui sont aveugles, par exemple, avec les lecteurs d'écran, etc. C'est souvent un exemple, à un moment donné, c'était un exemple que je citais d'ailleurs, je faisais des démos sur Uber pour montrer comment ça fonctionnait. Uber, c'est tous les mois, j'exagère pas quand je dis tous les mois, c'est tous les mois des articles de presse de personnes, principalement aveugles, malvoyantes ou avec des animaux d'assistance, qui se plaignent qu'ils ont été refusés dans les VTC, dans les véhicules, parce que les chauffeurs ne veulent pas d'un animal dans leur véhicule. C'est une obligation légale, mais pourtant, les chauffeurs ne sont pas assez sensibilisés, ils ne sont pas assez formés. On ne leur explique pas, et Uber, je pense, ne joue pas son rôle pour dire non, vous n'avez pas le choix. Si vous travaillez avec nous, ça fait partie des responsabilités que vous devez avoir. Et aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. Donc on aura beau avoir la meilleure accessibilité possible d'un point de vue de l'interface, si le service derrière, lui, il n'est pas bon, on a tout raté. Donc pensez aussi à l'échelle du service. Pour vous illustrer ça avec des chiffres qui, moi, personnellement, me font peur. Alors, ils datent un peu, 2017-2018, parce que malheureusement, ça n'a pas été mis à jour par l'État californien. Mais il y a une obligation légale en Californie. Je parle bien de la Californie. Donc, c'est un État des États-Unis, ce n'est pas l'ensemble du territoire américain. En Californie, en 2017 et 2018, Uber a eu l'obligation de remonter le nombre de plaintes qu'ils ont reçues pour discrimination. Il y a eu 4513 plaintes catégorisées traitement injuste ou discrimination envers des personnes handicapées. 2240 plaintes liées à des refus de service d'animaux d'assistance. 2240 plaintes sur 2 ans. Ça fait, je suis nul en maths, mais ça fait beaucoup par jour. C'est assez considérable. Globalement, alors vous ne travaillez pas tous et toutes sur des applications de VTC, mais peut-être que vous avez l'occasion de travailler sur des services dans lesquels il y a des hotlines, il y a des supports clients, il y a des systèmes de chat, il y a des conseillers clientèle, sur des services de e-commerce dans lesquels on assure de la livraison, etc., etc. Il faut penser à la prise en compte du handicap de manière globale sur l'ensemble d'un service et pas uniquement son interface. Alors l'interface, ça va être important aussi, évidemment, mais c'est l'ensemble du service. Et pour ça, vous avez un moyen assez important, c'est de aussi tester et faire tester par les utilisateurs. Donc n'oubliez pas d'impliquer des personnes concernées dans des tests utilisateurs, dans des retours, dans des avis. C'est plus compliqué que sur du test utilisateur lambda, très clairement. Parce que, je donne l'exemple du handicap visuel, notamment quelqu'un d'aveugle, il ne peut pas tester tant que ce n'est pas accessible. Donc effectivement, on en revient à ça. Il faut que ce soit techniquement accessible pour qu'ils puissent tester, pour pouvoir faire ses retours. Et donc c'est pour ça que le respect des normes est absolument indispensable. Mais il faut les embarquer, parce qu'il n'y a que eux qui vont pouvoir aussi aller plus loin et vous donner les points ou les priorités. Qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qu'ils ont du mal à comprendre, etc., etc.
Je vais juste conclure avec ça, je l'ai déjà dit, mais très clairement, on a besoin de tout le monde en matière d'accessibilité. Je suis ravi que vous soyez vraiment aussi nombreux parce que en 15 ans, j'en fais un petit peu moins, mais j'ai l'habitude de faire quelques conférences et très souvent, quand on parle d'accessibilité, on se retrouve à 20 ou 30 personnes. Donc ça fait super plaisir de voir que vous êtes assez nombreux. Je constate aussi par rapport à il y a 15 ans que le sujet de l'accessibilité il est davantage porté par les métiers de la conception aujourd'hui. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai bossé, c'était principalement les équipes de développement qui essayaient de batailler pour faire en sorte que toutes leurs équipes, en amont et après coup, arrivent à prendre en compte le sujet. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en profite, je sens qu'il y a une vraie volonté d'avancer sur de la conception, sur les gens qui travaillent dans l'UX ou dans l'UI, ou même sur de la gestion de projet, sur ce genre de choses. Donc j'en profite. On a vraiment besoin que vous avanciez. Lisez des ressources, documentez-vous. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des messages. Je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions que vous vous poserez sur l'accessibilité numérique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis dispo pour les questions. Je crois que les micros vont tourner, ouais. Il y a quelques mains levées. Du coup, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas à vous signaler. Bonjour, Alexandre Coche, Digilytics. Vous venez de présenter énormément de règles à mettre en place pour être compliant, enfin avoir un bon niveau d'accessibilité. Est-ce qu'on manque pas un peu d'outils pour intégrer tout ça côté conception, pour faciliter un peu la vie des designers? Est-ce que ça fait pas beaucoup de choses finalement sur les épaules du designer qui est peut-être pas assez outillé pour ça? Je suis pas sûr qu'on manque d'outils. Je dirais qu'on en a trop et qui sont pas intégrés dans les outils du design aujourd'hui. Mais pareil pour les environnements de développement en fait. L'accessibilité, elle est souvent aujourd'hui considérée comme un élément un petit peu à part. Moi, je le vois hein, quand j'interviens sur des projets, on est les consultants accessibilité et puis on est le petit greffon qui venons sur les projets. Et du coup, l'approche outil, elle est aussi comme ça, parce qu'elle est poussée par les consultants Access. Donc, il y a beaucoup de boîtes d'Access qui développent des outils et puis qui disent ah tenez, il y a ça, ça marche bien. Mais il faut que ça puisse fonctionner avec les outils que vous utilisez au quotidien, que les devs utilisent au quotidien. Donc aujourd'hui, ça me manque peut-être un peu. Mais il y a des choses hein, qui commencent à arriver. Si je pense dans Figma, par exemple, on a plein de choses pour pouvoir tester facilement tout ce qui est contraste. Alors, il n'y a pas que les contrastes, clairement. Ça revient souvent, effectivement. Mais c'est un sujet qui revient souvent, qu'on relève souvent. Et ça, c'est aujourd'hui intégré dans Figma, par exemple. Donc ça commence à venir. Mais ouais, très clairement, il y a peut-être des choses encore à faire. Les tailles de zone cliquable, par exemple, très clairement, ça, il va falloir qu'on s'outille. C'est pas encore dans les normes, donc c'est pour ça que c'est pas outillé. C'est à ça que je pensais aussi. Mais il va falloir, ouais. Il y a un outil qui le prend en compte, c'est une appli Android, Accessibility Scanner. On parle encore un truc dédié à l'accessibilité, mais ça teste les tailles de zone cliquable sur Android seulement. Mais du coup, je connais que celle-ci par exemple. Donc effectivement, il y a encore pas mal de choses à faire côté outils. Ouais. Ouais, je pense qu'on sera bien plus fort le jour où Figma, ils intégreront ça peut-être de manière vraiment native dans leur interface. Ouais. Mais ça, je pense qu'effectivement, quand ce sera intégré dans les standards internationaux, dans WCAG, il y a de fortes chances que les équipes de Figma l'intègrent. J'en suis quasi persuadé. Merci. Pardon. Troisième rang. J'ai une question parce que tu disais, tu as besoin de nous, mais nous, on a besoin aussi de conseils, de guides, parce que c'est dans le quotidien. Et c'est un sujet très mal écouté, mal compris par les entreprises, surtout dans la prod. C'est pas facile, encore. Donc, je suis d'accord avec toi, on a besoin tous de collaboration. Et je me suis très souvent confronté dans différentes boîtes, dans l'e-learning comme dans les applications mobiles, avec cette problématique. À quel moment on arrive, avec quelles ressources, en tant que designer, on arrive à convaincre les stakeholders de pouvoir faire entrer dans la roadmap produit telle prise en charge de la fondation, de l'accessibilité et aussi des ressources qui vont avec. Les entreprises, très souvent, répondent bon, c'est coûteux. Le développement, ça m'est arrivé aussi de rentrer dans des flows de 6 mois, 12 mois avec les devs pour construire ça, c'est très long. Et du coup, ma question, pour un conseil de ta part, est-ce que c'est quoi
je suis sûr que tu as dû avoir déjà une telle situation équivalente. Tu étais confronté à la problématique de façon équivalente comme la mienne, avec des petites entreprises comme des grandes entreprises. Quel est le levier, quel type de conseil, l'argument principal que tu recommandes aux équipes produits afin de prendre en charge à la fois la formation des équipes et la prise en charge de ce travail pour les devs comme pour les designers? Par exemple, est-ce que tu recommandes la façon un peu plus classique, on va embaucher une boîte 6 mois et on fait ça, parce que ça m'est arrivé aussi, 6 mois de formation, machin, accompagnement, machin, ou alors test utilisateur? Est-ce que ça t'est jamais arrivé de pouvoir convaincre les stakeholders en passant pour différentes stratégies? Alors, il y a plusieurs approches qui ne marcheront pas en fonction des tailles des structures et de leurs cibles. Tout à l'heure, je vous ai écarté très rapidement le sujet légal. Aujourd'hui, c'est le levier qui marche le plus, très clairement. Alors, ça ne cible pas tout le monde. Mais on le voit, depuis 2019, quand on a élargi l'obligation légale aux très grandes entreprises privées, il y a eu une considération. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais à mon échelle, et on le voit, la plupart des spécialistes en accessibilité, aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. On a toutes et tous, en termes de structure de conseil, quadruplé, voire plus, nos effectifs. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, il y a quelque chose qui marche. Et ce changement-là, il est depuis l'obligation légale. Donc une obligation légale avec des vraies sanctions, ce qu'on n'a pas, et un vrai organisme de contrôle qui vérifie que c'est bien mis en œuvre, ce qu'on va avoir bientôt, effectivement, ça peut faire bouger des choses. C'est malheureux d'en arriver à là, mais ça bouge pour ces raisons-là. Vous avez énormément d'acteurs en France, principalement dans le secteur du luxe, qui se sont mis à l'accessibilité parce qu'ils ont eu des procès aux États-Unis, parce que là-bas, effectivement, il y a des procès pas quotidiens, mais pas loin sur la question d'accessibilité. Donc, c'est un sujet. Et puis, malheureusement, ce qu'il faut éviter, je vais revenir sur le côté validisme, c'est par contre de trouver le bénéfice large. Ça fait 15 ans qu'on le fait, ça marche pas. Dire si vous prenez en compte l'accessibilité, ça aura un impact sur le SEO, c'est mieux pour tout le monde, etc. L'accessibilité, c'est pas de l'ergo, c'est pas de l'expérience utilisateur. Donc oui, ça a un petit impact sur tout le monde, mais si on a cette approche-là, on finit par en oublier pour qui on le fait en premier lieu. Donc ça ne marche pas. Penser à l'accessibilité pour ce que c'est répondre à des besoins de personnes en situation de handicap. Les bénéfices induits, il ne faut pas s'en servir comme levier d'argument, ça risque de fausser la donne, même quand les projets vont avancer. Et après, souvent, c'est le côté prendre en amont. Le fait de profiter d'une refonte, d'une conception en partant de zéro ou presque, on va réussir plus facilement à l'intégrer qu'après coup. Et ça, malheureusement, ça marche que chez les structures qui se sont cassées les dents sur ces sujets-là. Nous, on intervient par exemple sur des audits. On audite des sites web, on fait des constats, c'est la cata. Il faut tout revoir, il faut tout corriger. Et quand on évalue ce que ça représente, très souvent, on a peut-être la moitié des structures qui vont rien faire parce que c'est trop coûteux, c'est trop complexe. Mais du coup, ça leur aura servi à un moment donné pour se dire « Ok, on le prendra en amont la prochaine fois », parce que sinon, on n'arrivera jamais à le prendre en compte si on le fait après coup. Donc, en amont, effectivement, pourquoi pas s'appuyer de spécialistes de l'accessibilité. Je ne suis pas là pour vendre spécialement du service. Mais essayez aussi sinon de trouver des utilisateurs de ces solutions. Ce petit côté-là, il peut changer la donne. Se dire, la SNCF, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens de la SNCF dans la salle, depuis 5 ans, 6 ans, dans leurs équipes de testeurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Yannick, qui est non-voyant, et qui fait des tests avec les équipes de testeurs. Yannick, il a la particularité d'être non-voyant, collègue des testeurs. Donc, il y a le côté empathie qui arrive. On se dit, Yannick, c'est un collègue comme nous, et on voit plus facilement les difficultés qu'il rencontre. Et Yannick, c'est un usager de la SNCF. Donc, du coup, on a cet impact qui est beaucoup plus fort de se dire, OK, on voit concrètement les difficultés, les problèmes rencontrés. C'est un de nos utilisateurs, parmi tant d'autres, et c'est un levier pour faire modifier des choses. Et depuis ce moment-là, très clairement, je pense que ça a fait changer des choses chez SNCF Connect, et on a un niveau d'accessibilité qui est toujours, parfois il y a des petits défauts, mais qui est globalement bon sur l'application, et ça a été probablement le point de démarrage, le fait d'avoir
ce côté-là de « Ok, on a un utilisateur avec nous, on a vu les difficultés qu'il rencontre. En plus, c'est un collègue, donc ça aide encore plus. Et ça permet de casser certaines barrières. J'ai croisé Yannick il n'y a pas très longtemps. Il est venu à une conférence dédiée à l'accessibilité avec une de ses collègues. Et il m'a sorti une petite anecdote. Il m'a dit je te présente, alors j'ai plus son nom. Et moi, j'avais participé à la toute première réunion où Yannick était arrivé dans les équipes. Et il m'a dit, je ne sais pas si tu te souviens d'elle, c'était celle qui était la plus réfractaire sur les questions d'accessibilité. Et aujourd'hui, c'est elle qui aide en interne, qui fait le levier, qui participe à cette sensibilisation, à cette amélioration, parce qu'il y a eu ce déclic-là. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Oui, là-bas derrière. Ah pardon, il y a aussi là-bas. Je vais y aller. Ok. Moi, c'est Stéphane. Je suis service designer et lead UX en entreprise, en tant qu'indépendant. L'accessibilité, ça fait déjà depuis SQLi 2004, 2006 qu'on en parle. Mais je remarque, je suis très content d'entendre que ça enfin débouche sur quelque chose. Mais on remarquait en fait en tant qu'agence qu'on n'arrivait jamais à vendre de l'accessibilité déjà en 2006. Et aujourd'hui, encore une fois, quand je fais de la UX research, j'intègre dans les tests en fait des gens qui sont en incapacité cognitive ou handicap, etc. Mais très difficile de... Alors là, c'est une question plutôt de GDPR, de se dire, voilà, comment on recrute des gens, à part passer par des boîtes, et encore, c'est eux-mêmes, ils ont des difficultés de panélistes avec le GDPR. Alors moi, je suis en Belgique, c'est encore une autre... Les lois un peu différentes, même s'il y a une loi européenne. Donc voilà, c'est ma première question de comment vous faites pour le recrutement. La deuxième, c'est je vois encore aujourd'hui en Belgique, ils ne sont pas nombreux, ils sont quelques dizaines dans le domaine, mais je vois que c'est toujours dépriorisé en fait. Quand bien même on a une volonté, nous, en tant que designer, de se dire, bah oui, tiens, il faut le mettre dans le pipe, c'est entre 10 et 15% de la population. C'est du business aussi, et on essaie de parler toujours avec les personnes concernées que c'est du business, mais je remarque que c'est encore... je ne sais pas quel levier, parce que les lois existent, mais en fait, il n'y a personne qui donne des amendes, en fait. Donc, c'est beau d'avoir des lois, mais en fait, il n'y a pas de sanction derrière, en fait. Donc, à partir du moment où il y a une sanction, d'accord, là, peut-être... Alors, aux États-Unis, ok, c'est un cas à part, je pense, mais en Europe, je n'ai pas eu l'impression que les amendes tombent, en fait. Ça va changer ça. Et donc effectivement, ce sera le levier, mais ça va changer. Alors je ne connais pas le contexte en Belgique, mais sur l'ensemble du territoire européen, on a une directive qui doit être obligatoirement transposée. Elle a été transposée en France, elle est en cours de transposition. Elle est en cours de transposition au Luxembourg, dans plein d'autres États membres, avec des instances de contrôle qui sont nommées. Donc là, par exemple, depuis un peu plus de 2 semaines, depuis mars en fait même, le temps passe vite, on a des organismes de contrôle qui ont été nommés en France. La répression des fraudes est chargée de piloter tout ça, la Banque de France, l'ARCOM, l'ARCEP, et elles auront les moyens pour contrôler. J'ose espérer que ça permettra de faire changer des choses, un peu comme la protection des données personnelles. Hein. On le voit, il n'y a pas tous les jours des procès, mais il en faut un assez conséquent, assez important, avec plusieurs chiffres d'amende. Et ça pourrait être possible. La répression des fraudes en France l'a cité en disant les sanctions légales, elles sont en France, c'est 20 000 € en cas de non-transparence. Donc même si on dit je suis 1% conforme, on n'a pas de sanction tant qu'on le dit dans la loi. Mais par contre, la répression des fraudes, elle a la capacité elle aura la capacité de pouvoir dire attention, vous n'êtes pas conforme. Et à partir du moment où on bascule en injonction, ça peut se traduire au pénal. Et donc, effectivement, si le non-respect d'une injonction de la répression des fraudes, ça se traduit au pénal. Et donc, du coup, là, effectivement, ça peut être des leviers qui sont beaucoup plus importants. Donc, il y aura probablement quelques cas d'exemple qui seront pris et qui feront changer les choses, j'espère. Pour en revenir sur la première question. Mais c'est souvent dépriorisé. Ouais. Donc ça faut arriver à convaincre, à motiver, à créer de l'empathie, à faire des démos. Et pour les tests utilisateurs, il y a soit des panélistes qui sont des panels utilisateurs qui peuvent être dédiés, soit souvent les premières approches, c'est d'arriver alors quand on bosse avec des grosses structures, ça marche, ou public, à trouver en interne potentiellement un levier. La Banque Postale a fait ça à un moment donné. Du coup, la SNCF, en trouvant des salariés ou des agents internes qui
seront ravis à un moment donné de prendre du temps. Alors, il ne faut pas trop les solliciter parce que c'est des gens qui ont un métier à part entière. Hein, donc, leur but, c'est pas de faire du test utilisateur pour leur employeur tous les jours. Mais à un moment donné, faire un retour, faire une démo à quelques équipes, ça peut être ce levier-là au début, et commencer comme ça, en fait, avant d'aller plus largement dans le test utilisateur. Et l'autre côté, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut conseiller à vos clients de communiquer. On n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait en termes d'accessibilité, mais dites-le, dites que vous êtes à l'écoute. Et là, il y aura effectivement des clients ou des usagers qui vous contacteront. Et ceux-là, essayez de voir s'ils sont partants pour faire des tests et s'ils donnent leur avis ou font des retours, prenez-le en compte. Voilà, je sais pas si je réponds un peu à côté, mais voilà, sur l'usager interne, ça peut être utile. Alors, je ne sais pas si j'ai du temps pour les autres questions ou si... Alors, on est désolé, on va s'arrêter à cette dernière question. Si vous avez d'autres questions, je pense que Sébastien a dit au début de conférence que tu étais disponible au stand de Flupa après la conférence ou pendant les temps de pause. Exactement, je suis là, je suis dispo, je vais sortir là, et puis si vous voulez échanger, discuter, avec grand plaisir. Voilà, merci à tous. Merci.